Il y a 200 millions d'années, des chocs titanesques agitent les entrailles de la Terre. Des volcans naissent de la collision entre deux plaques sous la surface des eaux. L'une d'elles, qui s'était détachée du Gondwana, dérive vers l'ouest, recouverte en partie par la mer. Elle percute la plaque océanique de Nazca, plus profonde, provoquant la formation des Andes. La future Amérique du Sud se soulève. L'océan se retire. Il reviendra se lever au gré des glaciations et des réchauffements de la planète, au cœur de ce qui deviendra le bassin amazonien. Aujourd'hui encore, au rythme d'environ 1 cm par an, les Andes s'élèvent lentement vers le ciel. Les soubresauts géologiques de l'Amérique du Sud ont affecté l'habitat de son monde vivant et ont suscité la curiosité de nombreuses expéditions scientifiques. À l'aplomb de ces somptueux à pic, les hommes ont ainsi découvert l'un des plus beaux berceaux de l'évolution. En Équateur et dans les îles Galapagos, l'équipe d'Ushuaïa Nature va pénétrer le territoire des iguanes marins, des tapirs, des toucans, piranhas, quelques-uns des représentants d'une faune exubérante. Dans cet océan de verdure, au XVIIIe siècle, le savant Lacondamine a découvert le curare, la quinine, le caoutchouc. Et pourtant, l'homme n'avait pas accès à la canopée. Cette mince couche d'1 mètre d'épaisseur environ, véritable peau de la forêt qui reçoit de plein fouet le soleil et où s'épanouissent 75% des espèces végétales et animales de cet écosystème. Voilà la petite bulle des cimes, le dernier joujou que les spécialistes de la forêt tropicale utilisent pour aller faire des cueillettes. Ça paraît incroyable, mais ça leur est d'une grande utilité, mais on comprend mieux pourquoi. Voilà. Ça, on peut prendre des échantillons. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné quand on survole comme ça la cime des arbres de la forêt tropicale ou équatoriale, c'est le foisonnement d'espèces. Et cette ingéniosité incroyable pour tenter d'avoir sa place au soleil. La lumière.
indispensable à la vie. Et cet exemple illustre d'une manière éclatante et rappelle d'une manière éclatante que pour tout ce qui vit sur Terre, il y a deux préoccupations essentielles. C'est de se nourrir et de se reproduire. Et pour y parvenir, chacun doit et a dû, au fil du temps, n'avoir de cesse d'évoluer pour s'adapter. C'est la fameuse histoire de l'évolution de la vie et de son corollaire impitoyable, la sélection naturelle, qui ne retient que les mieux adaptés et qui laisse sur le carreau les autres. Bonsoir, Ushuaïa Nature en Équateur, ce pays dont le seul nom est une promesse d'exception, sans doute parce que déjà il intrigue par sa neutralité géographique, puisqu'il est ni au nord ni au sud, il est juste à cheval sur la ligne de partage entre les deux hémisphères. Mais aussi, ce petit pays andin est une fraction d'Amazonie absolument magnifique, coincée entre la Colombie et le Pérou, qui est à peine à quelques centaines de mètres dans cette direction. Et plus encore, l'Équateur possède le fameux archipel des Galapagos, où nous irons tout à l'heure, à 1000 km au large, dans le Pacifique. Là même où Charles Darwin glana tous les éléments qui lui permirent, il y a moins de 150 ans, de poser les fondements de sa non moins fameuse théorie de l'évolution qui fit scandale à l'époque tant elle bouleversait des siècles d'idées reçues, entérinées et sacralisées par les principales religions du monde et surtout tant elle affectait l'orgueil du genre humain qui découvrait soudainement, eh bien oui, que l'homme n'avait pas fait l'objet d'une création à part. Allez, on reprend la collecte. Il y a des parfums magnifiques, comme si la forêt nous envoyait un petit message olfactif pour nous souhaiter la bienvenue. Et pourtant, les forêts primaires auraient bien des raisons de se plaindre des hommes. Ce petit singe capucin aura beau uriner sur ses mains pour marquer son territoire, il est semble-t-il trop tard. Ces forêts d'Éden ont du mal à résister à la pression croissante de notre consommation. Au cours des millions d'années passées, les animaux, les plantes ont évolué, se sont multipliés. Mais aujourd'hui, il faut parler de soustraction. Au rythme actuel, 1 million d'espèces végétales et animales auront disparu dans 25 ans, soit le quart de la biodiversité mondiale. Aucune extinction, même celle des dinosaures, n'aura été aussi brutale. La survie du ouistiti pygmée, comme celle de nombreuses autres espèces, dépend donc de notre comportement futur. Pour tenter de trouver la voie vers de nouveaux équilibres, les investigations se poursuivent dans tous les domaines. À 4200 mètres d'altitude, bien au-dessus de la forêt, Alain Larac, hydrologue de l'Institut de recherche pour le développement, travaille en relation étroite avec des scientifiques équatoriens. Dans son kayak, il est suspendu à un fil à 3 brasses d'une cascade de 80 mètres de haut pour étudier les caprices de l'eau. C'est bon ? Voilà. On devra avoir une vitesse de 2 mètres secondes par là. Mieux comprendre les échanges entre les Andes et la plaine amazonienne, c'est aussi pouvoir anticiper les crues et mieux calculer les effets du réchauffement de la planète. Les neiges éternelles ne le sont plus ici pour longtemps. En moins d'un siècle, le glacier qui remplissait entièrement ce cirque de roches a disparu.
L'équatorienne Catalina Cerón et Alain Larac vont suivre le cours de l'eau, étudier tout au long de son parcours son acidité, sa capacité à éroder les montagnes et à transporter des sédiments. Et voilà. Eh bien, je vais tout de suite faire la mesure du pH. Il perpétue une tradition de recherche très forte dans cette contrée. Déjà en 1735, une mission géodésique française venait ici pour tenter de résoudre l'une des plus grandes énigmes du siècle. La planète était-elle plus aplatie au pôle ou à l'équateur? Le pays tient son nom de cette expédition. La Condamine appelait cette région, alors sous tutelle du Pérou, les terres de l'équateur. Mais finalement, on voit bien la différence entre le filtre vierge et le filtre chargé de sédiments. Il y a quand même pas mal de farine glaciaire apparemment dans les eaux de ce lac. La cordillère est un cœur qui bouillonne. L'eau, son sang, forment de petits torrents comme autant de minuscules vaisseaux sanguins qui vont alimenter le poumon du continent sud-américain, le bassin amazonien, là où foisonne la vie. Catalina Cerón et Alain Larac poursuivent leur expédition. Ils retrouveront Nicolas Hulot bien plus loin, bien plus bas, en pleine forêt amazonienne. Un scientifique a récupéré la bulle d'hélium. Nicolas Hulot doit maintenant changer de vallée pour aller rejoindre les botanistes dans leur étonnant bureau perché au sommet des arbres. La cinébule de Dany Cléier-Marel navigue entre Socratea, Capoquier et Sorogia. Elle se dirige vers Francis Halley. Ce botaniste de renommée internationale a mené 7 expéditions majeures, notamment sur les canopées de Madagascar, du Congo, de Guyane et de Panama. Avec Jean-Yves Serin, ils ont installé leur maison dans un cédrelinga, un arbre qui peut atteindre une 40aine de mètres de haut. Les scientifiques peuvent rester plusieurs jours en autonomie complète dans cet abri au confort spartiate. Ils ont ainsi le temps de collecter des échantillons, d'inventorier la flore et la faune qui gravitent autour de l'arbre. L'arbrissage doit être rapide en raison de l'aérologie très changeante.
Ah, Francis, vous connaissez les cosmonautes, mais les arbonautes, la première fois que j'en vois un. Ça va, Nicolas. Bienvenue dans l'Icos. C'est tout ce que je te ramène. Ah, c'est gentil. C'est très pauvre. C'est Drillinga. Ça, ton labo, alors? C'est ça, mon labo. On est à 30 mètres. Ouah. J'ai l'impression que chaque variété ici est frappée de gigantisme, hein, dans la forêt équatoriale. Ah, tout à fait, Hein? tout à fait. Les plantes qui, chez nous, sont des herbes, ici, ont leur équivalent arborescent. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Par exemple? Par exemple, tu vois les violettes chez nous. Ouais. Grandes comme ça? Ici, c'est des petits arbres. Tu vois les myosotis. Ici, c'est d'énormes arbres dont on fait des planches. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de nous, là? C'est assez surprenant, on a des éricacées. Jean-Yves, tu es là? Oui, je suis dans les environs là. Je ne sais pas si ça serait possible que tu nous cueilles une éricacée. Tu sais, c'est celles qui ont les énormes boules à la base, là. Oui. J'en vois une sous les broméliacées, la branche d'en face, là. Ouais, je peux essayer d'aller faire ça. Moi, ce qui me frappe aussi, et c'est qu'effectivement, les plantes, au lieu de fuir l'adversité, comme le font les animaux, Ah, je suis très content que tu comprennes ça, Nicolas. elles font face. Elles font face, elles n'ont pas le choix. Il faut qu'elles se débrouillent sur place, qu'elles résistent aux prédateurs, qu'elles résistent au climat. C'est tout de même un tour de force assez étonnant, hein, et c'est aussi vivant que toi et moi. Et tu rappelles que le mot animal vient de animer, et que étymologiquement, ça veut dire qu'il y a une âme, ce qui voudrait laisser entendre que les plantes n'en ont pas. Et toi, tu t'inscris en faux contre ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Il y a une espèce de fascination de l'être humain pour l'animal, qui correspond à des aires de notre cerveau. Nous sommes équipés pour ça, pas du tout équipés pour voir les plantes. Et les plantes n'ont pas de défenseurs, je me fais un peu leur porte-parole. Alors, quels sont les mécanismes les plus probants des plantes pour compenser justement cette fixité? La plante a plusieurs variantes de son génome. Ça veut dire tout simplement que le génome, qui est, comme chacun sait, constitué d'ADN, eh bien cet ADN n'est pas exactement le même dans toutes les grandes branches. Parce que ces arbres vivent tellement longtemps que, selon toute probabilité, le climat va changer. Que fait un animal si le climat change? Il se déplace, il va retrouver le climat qui lui plaît. La plante ne peut pas faire ça. Tout ce qu'elle peut faire, c'est se changer elle-même, et elle a, au préalable, des ressources génétiques qui lui permettent de se changer elle-même. Alors on imagine que si le climat change, eh bien, certaines branches vont disparaître, et puis d'autres vont au contraire prendre le dessus. Donc la sélection s'opérera non pas entre plusieurs individus, mais entre plusieurs branches. Entre plusieurs branches de la même plante. Tu y arrives, Jean-Yves? Ouais. Ah super, voilà. Si t'as autre chose ici, tu le dis tout de suite. Je crois que c'est bon. J'ai bien compris, c'est toi qui fais les courses ici. Un petit peu, oui. Tu peux me trouver une salade pour le déjeuner? Ah, il y en a une grosse en dessous là, mais je sais pas si elle est comestible. Merci, Jean-Yves. Alors montre. C'est une éricacée. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est Non. la famille des bruyères et des D'accord. arbouses. Comme les arbousiers chez nous. Comme les arbousiers chez nous. Là aussi, ce qu'on oublie, c'est cette capacité qu'ont les plantes à fabriquer de la matière organique à partir de rien, quoi. Enfin, en utilisant rien. l'énergie solaire Et surtout le gaz carbonique. Et le gaz carbonique. carbone de l'air. Ah. C'est ça le matériau numéro un. Il y a très peu de choses prélevées dans le sol. Très peu. Quelques sels minéraux. Mais la masse, la biomasse, ça vient du CO2 atmosphérique. Ça, c'est tout à fait étonnant. C'est magique, non? Quand on parle du langage des plantes, concrètement, ça se matérialise comment? Elles se communiquent entre elles. Ça, c'est parfaitement évident. On en a maintenant d'innombrables exemples. Reprends le cas d'une plante qui est attaquée par un animal, Comme l'acacia, par exemple. comme l'acacia, et qui se laisse donc manger un petit peu, et puis qui devient brutalement astringente. Et en même temps, elle émet un signal gazeux qui descend le vent et qui prévient les autres arbres sous le vent d'avoir à devenir astringents. De sorte que le pauvre animal, s'il veut manger, il n'a qu'une seule solution, c'est de remonter le vent. On s'en rend pas compte comme ça d'un simple coup d'œil, mais il y a une cohabitation qui est parfaitement bien orchestrée et organisée. Hein. Oui, exact. Ça permet aussi une espèce d'exubérance du vivant ici. Ah, ça c'est très intéressant. On le sait depuis longtemps que dans les régions équatoriales, c'est là qu'il y a la plus haute biodiversité. On sait depuis peu de temps quel est le mécanisme qui crée des espèces comme ça, une espèce de formidable source d'espèces. Je te résume ça en un instant. Une plante se fait bouffer par un insecte. Sa parade, c'est de devenir toxique, c'est-à-dire de mettre en place une molécule dissuasive qui fait qu'on ne la mange plus. Ok, l'insecte va plus la manger, mais l'insecte, lui, il va changer aussi.
il va devenir capable de se nourrir de cette plante toxique. La plante va devoir trouver une parade. C'est très curieux. Dans le cas des passiflores, la parade, c'est que la plante porte des faux œufs. Des faux œufs végétaux, mais avec exactement l'allure d'œufs d'insectes. Alors la femelle qui cherche à pondre, elle se dit, bon, je ne vais pas là, puisqu'il y a déjà une collègue qui a pondu. Donc c'est une espèce de série de ricochets, tu vois, sans arrêt, et on part de 2 espèces et on arrive avec des dizaines d'espèces. Nous sommes tous manipulés par le monde des plantes. Voilà. C'est pour ça que... Surtout moi. Hein. C'est ce que tu dis souvent, c'est que quand on emploie vis-à-vis de quelqu'un, pensant le blesser, un terme issu du vocabulaire végétal, comme un être qui ne serait qu'un légume ou qui serait végétatif. Se planter. Ou se planter, en fait, Non, faut le prendre comme un compliment. Il faut le prendre comme un compliment. Donc, alors, profitons de cet emplacement sublime pour aborder une note un tout petit peu triste et pessimiste, c'est que la forêt équatoriale et probablement la forêt tropicale, leur sort est déjà scellé si l'immobilisme et l'inertie de l'humanité perdurent. Oui, c'est très douloureux. Pour les gens comme moi qui ont consacré leur existence à l'étude et à la sauvegarde de ces forêts, c'est très douloureux. Au début, on a été un peu naïf, sans doute. On a tenu le langage de la civilisation. On a dit, coupez pas ça nous appartient pas, c'est un legs qu'on doit... Le choix de l'éthique, mais l'éthique, ça marche pas. Bon, alors, tout le monde s'en fout. Hein. Aucun décideur politique n'a même entendu ce langage-là. Après, on a dit, coupez pas la forêt, parce que sinon, c'est le gaz carbonique qui va repasser dans l'atmosphère, donc réchauffement, fonte des glaces, élévation du niveau des mers, etc. Ils s'en foutent, personne n'a écouté ce langage-là. Dramatique, ça. On a essayé d'intéresser les gens au peuple de la forêt, parce qu'il y a des gens qui habitent dans ces forêts. Ici, il y a les Chouars, par exemple, les Indiens Chouars. Ça n'a absolument troublé personne. L'exploitation n'a jamais cessé. Alors maintenant, il y a peut-être un petit espoir, mais je le présente comme vraiment quelque chose de la dernière chance. C'est cette hyperactivité biochimique des canopées qui pourrait être le point de départ d'une chaîne industrielle extrêmement rentable. Tu as la filière des parfums, par exemple, des arômes, des cosmétiques. Enfin, effectivement, il y a surtout la pharmacie, la médecine. Quoi qu'il en soit, c'est des domaines où la valeur ajoutée est énorme. Énorme, bien plus que dans le bois, dans le matériau bois. Donc là, si on avait de notre côté les grands industriels dans ce domaine-là, il faudrait aller très vite, mais il y aurait peut-être un petit espoir. Personnellement, je suis très pessimiste et je sais que tu l'es aussi. Mais tu sais, on peut pousser ce raisonnement loin. Tous les nouveaux virus qu'on voit apparaître, Ebola, tu vois, en Afrique centrale, les fièvres hémorragiques, le sida, et puis plus récemment le SRAS, le syndrome respiratoire. Il semble bien, je ne peux pas l'affirmer, mais il semble bien que ça soit le fait d'animaux qui aient perdu leur environnement naturel qui était forestier. Je trouve ça inquiétant. Hein. On libère des choses qui vont pas tarder à nous retomber dessus. Camouflé à la perfection dans l'entrelac de lianes et de feuillages, il reste encore, au dire des scientifiques, des milliers d'insectes à découvrir dans cette forêt en sursis. En Équateur, plus de 700 espèces de papillons se partagent les faveurs des plus belles fleurs de la forêt. Parmi les 25 000 plantes aujourd'hui recensées dans cette région du monde, on compte près de 1700 espèces d'orchidées. Un record comparé aux 200 espèces dénombrées aux États-Unis, un pays pourtant 30 fois plus vaste.
La nuit, d'autres insectes comme ce Coléoptère pyrophorus, porteur de feu, viennent hanter les lieux. Tout comme les scientifiques, à bord de leurs ballons, poursuivent leur collecte et leurs observations. Catalina Serron et Alain Larac ont quitté les pentes du volcan Altar. Épaulés par Juan et Alberto, ils débouchent sur le Rio Pastaza, l'un des milliers de torrents qui lacèrent la roche de la cordillère. Ces couloirs d'eau en furie arrachent chaque année des millions de tonnes de sédiments qui viennent se déposer au centre du bassin amazonien, provoquant son lent enfoncement. Mais cette énergie qui rabote les Andes d'un demi-centimètre par an n'est pas suffisante pour contrer la surrection des montagnes et des volcans. Quand on est en dehors des rapides, on avance à 10-12 km/h. Ça va, Cathy? Cette rivière en période de crue peut monter en quelques heures de plusieurs mètres, voire de 10 mètres, 15 mètres. On voit par endroits ce qu'on appelle des laissés de crue, des troncs d'arbres qui ont été propulsés sur les berges. Il y a des milliers de glissements de terrain dans la cordillère des Andes à la saison des pluies. Ces glissements de terrain sont favorisés par les pentes très fortes de la cordillère des Andes. Et on a affaire à des crues flash, c'est-à-dire après un orage, le bassin est très très réactif, ça va provoquer une onde d'eau chargée de matière en suspension. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que 95% des matières en suspension qui sont évacuées dans l'océan Atlantique par l'Amazone proviennent uniquement de la cordillère des Andes qui ne couvre que 12% de la superficie totale du bassin amazonien. Ici, nous sommes en plein dans le générateur de matière en suspension et tous ces milliers de petits cours d'eau vont donner des centaines de millions de tonnes de matière en suspension qui vont partir dans l'Amazone. Les rivières descendant de la cordillère sont appelées blanches parce que leurs eaux sont couleur d'écume. Ces serpents liquides conservent leur nom, bien qu'ils deviennent de plus en plus marrons en grignotant les berges. Dans la plaine amazonienne, ils croisent d'autres rivières appelées noires, nées de la pluie abondante arrosant la forêt. Elles doivent leur surnom aux dépôts organiques qui tapissent le fond de leur lit. Des branches mortes, des feuilles en décomposition. Sous le regard intéressé d'un pic
et sous d'impressionnants nids de guêpes, Nicolas poursuit son voyage en Amazonie sur les eaux noires du rio Yasuni. Il va retrouver Alain à sa confluence avec le fleuve Napo, celui qui porta en 1541 les bateaux de l'espagnol Orellana, le premier Européen à traverser l'Amazonie, royaume des Oadzines, ces oiseaux aux allures préhistoriques. L'explorateur fut à l'origine du mythe des Amazones après avoir aperçu des Indiens aux cheveux longs cachés derrière les arbres le long des rives. La forêt amazonienne doit sa richesse au cycle de l'eau. 50% des pluies qui l'arrosent s'évaporent pour y retomber à nouveau. Catalina et Alain se sont installés à la confluence du Napo, aussi puissant que le Rhône, et du rio Yasuni, pour réaliser une échographie de l'accouplement des deux rivières. Le sondeur calcule les différents courants qui composent un même flux, la variation de leur vitesse, la répartition des sédiments, du plus dense en rouge au moins chargé en vert. Un travail à long terme pour apprendre à mieux connaître le monstre Amazone et ses innombrables tentacules. Voilà. Je m'arrête là. Les câbles. Tiens, je te passe ça. Merci. Tu le tiens un tout petit peu. Je tiens. Voilà, attention de ne pas glisser quand même. Et voilà. La descente est sympa là. Okay. Il pleut, hein. Il pleut, oui. Bon, combien de mètres d'eau par an? C'est l'Amazonie. Alors 2500 mm à peu près sur le bassin amazonien. Voilà. Oui, bah, je comprends. Je comprends mieux. Alors tu sais jamais comment t'habiller parce que un coup il pleut, un coup il fait chaud. Tout à fait, c'est pour ça on s'est construit un petit abri là pour pouvoir travailler. C'est magnifique, hein, ça grouille de vie. Ouais, ben c'est toi ici. Ah, ça c'est ton labo. Voilà, le petit labo de Brousse, comme on dit. Et pourquoi tu t'es mis ici? En quoi ce lieu est intéressant pour toi? Ben, ce lieu est très intéressant parce que, comme tu peux le voir à l'œil nu, tu viens d'arriver par un cours d'eau noire qui vient de drainer la forêt amazonienne. Et à gauche, on a une rivière blanche qui sort directement de la cordillère des Andes et qui est très chargée en sédiments. C'est pour ça qu'elle est blanche. Et là, tu vas voir les eaux blanches, très denses, très lourdes donc. Elles vont passer sous les eaux noires, elles vont se glisser sous les eaux noires. Et les eaux noires sont très pauvres en sédiments, donc elles sont plus légères. Et on va avoir un phénomène assez curieux de deux corps liquides, deux eaux qui flottent l'une sur l'autre. Ils ne se mélangent pas. Ils vont se mélanger, mais beaucoup plus loin. Elles vont se mélanger, mais beaucoup plus loin, oui. Alors, en fait, pour l'instant, vous essayez de comprendre la dynamique du cycle de l'eau en Amazonie. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la chronologie des événements géologiques qui ont obligé la faune et la flore à s'adapter? Bon, il faut savoir qu'avant que la cordillère des Andes naisse, il y avait en fait un océan à cet endroit. Les Andes ont commencé à s'émerger, cet océan s'est transformé en zone plus ou moins marécageuse et petit à petit la faune s'est adaptée à ces changements. C'est pour ça qu'on a une espèce de dauphin qui est capable de rentrer, de pénétrer dans ces plaines d'inondations. Passer entre les racines, c'est pour ça qu'elle a un cou articulé, ce qui n'est pas le cas des dauphins habituels. Tout à fait, voilà. C'est tout à fait exact. Tu dis qu'il tombe combien de mètres par an? Ici, au pied de la cordillère des Andes, c'est de l'ordre de 5 mètres par an en moyenne dans cet endroit, mais au centre du bassin amazonien, c'est à peu près 2,50 mètres. Moi, ça me paraît pas beaucoup, tu vois que la pirogue est déjà quasiment remplie. Ces dauphins bateaux, presque aveugles, se dirigent à l'aide d'un sonar. Ils sont une preuve supplémentaire de l'adaptation d'animaux venus des océans aux eaux douces du bassin amazonien. Eaux blanches ou noires, sur lesquelles Nicolas et Alain vont rejoindre Ramiro Barriga,
spécialiste des poissons de cette région du monde, et notamment des fameux piranhas. Ici, plus de 200 espèces de poissons frugivores et granivores quittent le lit des rivières 6 à 7 mois par an lors de la grande saison des pluies pour pénétrer au cœur des forêts. Hola. Ça va, Ramiro? ¿Qué tal, Ramiro? Je vous attendais. Très bien. Merci. Oui. Incroyable ce radeau. Son aquarium. J'ai pris quelques photos de ce poisson. C'est un joli piranha, celui-là est jeune. Combien il y a de variétés de piranhas? ¿Cuántas variedades de piranhas hay en la cuenca amazónica? Il doit y avoir plus ou moins 5 espèces de piranhas connues. Todos las Amazonias ou? Oui, dans tout le bassin amazonien. Celui-ci appartient à la plus grande espèce des piranhas. Il peut mesurer environ 40 cm de long. C'est très long. Et c'est dangereux pour l'homme? Si tu es ou si une personne autour de toi est blessée, ou si c'est un poisson qui est blessé pas loin et qu'il y a du sang, les piranhas peuvent s'exciter et passer à l'attaque. Mais s'il n'y a pas de blessure, les gens par ici peuvent nager dans les lagunes, dans les rivières sans aucun problème. Il n'y a pas de risque. Qu'est-ce qu'il a fallu que les poissons aient comme mutation ou évolution anatomique et physiologique pour s'adapter d'un milieu marin à un milieu d'eau douce? Dans le cas de nos poissons comme la corvina, le corbeau des mers que j'ai ici, c'est un pisciforme qui possède toutes les caractéristiques d'un poisson d'eau de mer. Regardez, il a la double épine dorsale là. Mais ce poisson s'est adapté à l'eau douce. Dans sa physiologie interne, il possède ce que l'on appelle un système d'osmorégulation, qui lui permet de capter uniquement l'eau douce, même s'il peut quand même supporter un degré de salinité très bas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si ces poissons, on les remettait dans la mer, ils n'auraient aucune chance de survie. Ils mourraient, oui. Cependant, il existe d'autres poissons adaptés aux deux milieux, qui vont et viennent entre l'océan et les zones d'eau douce de l'Amazone, y compris des requins. Est-ce que du coup, les poissons se sont adaptés à un mode de nourriture différent? Oui. On reconnaît grâce à la dentition et à la forme de la gueule le type d'alimentation. Par exemple, il y a des poissons dont la gueule est terminale. Terminale signifie que la gueule est au sommet de la tête. Cela leur permet d'attraper des graines, des fleurs et des feuilles. En revanche, il y a des poissons détritivores, qui se nourrissent donc sur le fond de micro-organismes. Ceux-ci, par contre, ont une gueule en position inférieure. Dans les poissons de rivière, on a par exemple les grands bagres, des siluridés qui peuvent atteindre 2 ou 3 mètres. Ils ont une dentition en forme de plaque, comme on peut le voir ici sur un jeune. Ce sont des grands prédateurs de poissons plus petits. Ceux-ci sont appelés poissons-chiens parce qu'ils ont les dents assez grandes et aiguisées grâce auxquelles ils capturent facilement leur proie. Pourquoi ce poisson a des antennes aussi grandes? Ici, l'eau est blanche et turbide.
Ces antennes leur permettent donc de communiquer avec leurs congénères et ça les aide à s'orienter, à détecter leur nourriture. Comment les poissons se sont adaptés au cycle de l'eau, aux périodes de crue, aux périodes d'étiage? Parce que c'est plus compliqué d'être un poisson dans le bassin amazonien que dans un lac suisse. Sí, bueno, todos los peces que vencen, digamos. Tous les poissons qui franchissent les grandes variations et caprices du régime hydrologique ont acquis des formes qui leur permettent de lutter contre le courant. Ils ont un corps fusiforme, leur corps est comprimé, allongé. Ils peuvent ainsi vaincre ces courants. Les poissons d'Amazonie goûteront peut-être à nouveau l'eau salée dans quelques millions d'années, lorsque la plaine amazonienne sera passée sous le niveau de la mer, écrasée par le poids des sédiments déversés par la cordillère. Pour l'heure, cette chaîne de montagnes est toujours soulevée par la plaque océanique de Nazca qui se glisse sous elle. Les Galapagos, rivés sur ce socle, suivent le mouvement. Les premières îles, nées d'un point chaud volcanique il y a 15 millions d'années, ont déjà plongé sous les eaux. Les îles actuelles, beaucoup plus récentes, ont elles aussi commencé leur lente migration vers le continent. Sur l'île Daphné Mayor, le biologiste Roland Albignac et Nicolas Hulot sont en quête des fameux pinsons de Darwin. Ces oiseaux venus des Caraïbes, beaucoup plus petits que ces fous masqués, ont contribué à la renommée des Galapagos. Ce qui surprend le plus ici, c'est la facilité avec laquelle on peut approcher les animaux, d'ailleurs au point qu'il faut s'interdire d'aller trop près, tant ils sont pas farouches. Oui, simplement parce que c'est une des caractéristiques des Galapagos, c'est que ce qui vit ici n'a pratiquement pas de prédateurs, donc ils n'ont pas cet instinct de fuite. Oui. Il y en a un par terre, là, tu vois. Voilà, il est dans l'ombre, il cherche l'ombre. Il y en a un autre dans l'arbuste, là aussi, oui, bah c'est bien. On va faire fuir celui-là, regarde. Ouais. Ils sont pas très beaux, hein. Non. Enfin bon, on va se garder d'avoir des jugements. Oui, bien sûr. Sélectifs, mais c'est vrai que c'est assez grossier comme oiseau. Oui, oui. Et d'autant, c'est peut-être très décevant par rapport à l'importance qu'on leur a donnée dans l'histoire de l'évolution. Oui, parce que ces petits oiseaux qui ne payent pas de mine sont maintenant dans la postérité, puisqu'ils ont servi en quelque sorte de révélateur à Darwin. Tout à fait. En gros, on va dire qu'il a repéré qu'il y avait pratiquement autant d'espèces de pinsons qu'il y avait d'îles. L'île principale. Il y a 13 espèces de pinsons et 7 îles principales. D'accord. Donc chaque île a son espèce. Et puis, comme il y a plusieurs milieux différents, il y a donc sur certaines îles, les grandes en particulier, plusieurs espèces. Et Darwin a pris conscience que c'était bien issu d'une seule espèce au départ, qu'il y avait une espèce mère au départ. Alors à partir de là, rentre en jeu
ce que l'on peut considérer comme le moteur de l'évolution, et c'est ce qu'a mis en avant Darwin, c'est le phénomène des mutations. Voilà. En tout cas, il avait constaté des variations dans la forme des becs. Donc à chaque accouplement, eh bien, il y a des changements génétiques. Et une mutation peut s'opérer sur une cellule, mais elle peut aussi s'opérer jusqu'à un nouvel organe, par exemple. Voilà. Mais au départ, on ne sait pas si une mutation va être un bénéfice favorable ou défavorable. Voilà. Ça, c'est la sélection. Exact. Qui va après être un peu le gouvernail de l'évolution, l'orienter, parce qu'elle va sélectionner dans ces mutations celles qui sont le plus favorables à l'environnement, que ce soit l'environnement géologique ou climatique. Tout à fait. Et en particulier en 77, il y avait une sécheresse très forte. Et pendant cette sécheresse, donc plus de petites graines disponibles, il n'y avait que des grosses graines, et donc les grosses graines nécessitaient un bec plus gros, et tous les petits becs ont disparu, sont morts, les gros becs ont été favorisés, et donc la sélection, le gouvernail, comme tu disais tout à l'heure, eh bien, a orienté vers les gros becs. Et donc, tous les descendants, très rapidement, donc en 2 générations, arrivent à avoir un bec plus gros en donc quelques années. Temps, 2 ans. Voilà. Alors qu'on pensait que toutes ces mutations ou ces évolutions se faisaient sur une échelle de temps très longue, mais ça peut aussi s'opérer sur des échelles de temps très courtes. Ça, c'est de la ce qu'on appelle la microévolution. Hein, il y a 2 idées dont il faut malheureusement qu'on s'en débarrasse, et c'est dommage parce que je les trouvais bien belles dans l'histoire de l'évolution. Oui. C'est celle que Lamarck avait mis en exergue, qui est que, avec sa fameuse formule, la fonction crée l'organe, ce qui veut dire qu'en fait, ce sont les individus qui vont provoquer l'évolution ou la mutation bénéfique dont ils ont besoin. Voilà. Tout d'un coup, ils ont besoin d'avoir un long bec, donc ils vont déclencher. En fait, ça, malheureusement, ça n'existe pas, en tout cas pas chez des animaux. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Le bon exemple, c'est la girafe. On considérait que si les girafes avaient un long cou, c'est qu'à force d'aller manger des feuilles en haut des arbres, eh bien, ce caractère acquis allait se transmettre. Malheureusement, là aussi, c'est le fait de la sélection naturelle, et c'est un pur hasard. Tout à fait. Voilà. Et voilà, c'est dommage, simplement. Bien, oui. Donc il y a vraiment une stratégie, alors qu'elle n'est pas guidée par avance. C'est simplement les mutations qui se font dans tous les sens et qui sont triées par le fameux gouvernail de la sélection. Roland Albignac et Nicolas poursuivent leur progression au cœur de l'île, territoire des fous à pattes bleues, des frégates et des fous masqués. Je pense qu'il est resté 5 semaines Darwin ici. À peine, oui, c'est ça. Et il avait 26 ans, ce qui atteste que le jeune homme était assez doué. Il est arrivé à bord du fameux bateau le Beagle, qui veut dire le fouineur. Il était naturaliste à bord, mais on n'avait pas imaginé à l'époque que ce garçon allait laisser une telle trace dans l'histoire et surtout allait révolutionner les esprits. Il faut quand même se remettre dans l'univers intellectuel, philosophique et spirituel de l'époque, où le fixisme et le créationnisme, il n'y avait pas d'autre alternative. Alors ce qu'on appelle le fixisme et le créationnisme, c'est que on considérait que le dimanche 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 9h du matin, pardon la précision, tout a été créé. Tout avait été créé et que chaque espèce végétale ou animale qui vivait sur la planète était créée d'une manière immuable. Et il y a eu quelques tentatives qui ont préparé d'ailleurs le terrain et la voie à Darwin pour essayer d'émettre d'autres hypothèses, et notamment ce qu'on appelle le transformisme. Et des gens comme Buffon, Cuvier, Lamarck, Diderot ont tenté d'ouvrir la voie, mais souvent ils ont été obligés de se rétracter tant ça déclenchait l'ire de la communauté religieuse et des politiques aussi de l'époque, parce que qui étaient inféodés complètement à la religion. C'est quand même fou, que quand on pense que lui, il est venu en 1835, il a publié en 1865. C'est ça. Il y a moins de 150 ans, donc je veux dire quand même que il y a des étapes intellectuelles qui mettent du temps à s'opérer. Oui. Loin des problèmes métaphysiques des hommes, la nature suit son cours aux îles Galapagos. Regarde ça.
Les frégates à jabot rouge sont surnommées les vautours des mers parce qu'elles chapardent leurs poissons aux autres oiseaux. À la saison des amours, ces mâles gonflent leurs poches pour attirer une femelle sur leur nid, perchée sur les buissons. Pour protéger les petits fous à pattes bleues des frégates à l'affût, les femelles couvent leur progéniture en permanence. C'est curieux, hein, ces pattes bleues, parce qu'en général, dans la nature, on essaie quand même de faire preuve d'un minimum de discrétion. Et là, ils ont quand même choisi une couleur particulièrement repérable. Celui-là n'est pas discret, justement, il peut se permettre ça puisqu'il n'a pas de prédateur. Ah. C'est toujours pareil. Puis ça leur évite de se mélanger aux autres fous qui ont soit les pattes rouges, soit des pattes plus bruns. Et cette couleur, donc, est une couleur dite physique. C'est-à-dire, ça serait des sortes de petites microbules sous la peau et qui réfléchiraient une lumière, donc, qui sortirait dans les bleus. Puisque quand il meurt, il a une patte terne. Hein, donc, il n'a pas une couleur chimique. Ah, d'accord. Voilà. Hein, c'est ces couleurs dites physiques, hein, métalliques, comme il y en a chez les papillons également. Du coup, ils en ont presque fait un attribut de séduction, un attribut sexuel, je dirais des vraies palmes. Ah ben, c'est des palmes, et puis alors, c'est assez marrant parce qu'ils se basculent sur les pattes, et puis les mouvements sont ralentis. Hein. Il essaye de montrer comme ça bien, c'est vraiment le signal qu'il montre, et puis une fois qu'il a fait ça, la femelle s'approche, elle recommence pareil, parce qu'il faut une communication, donc il faut que chacun s'exprime comme ça, et alors c'est après, là, il sort ses grandes ailes, comme des pélicans, hein, il écarte ses ailes, et puis ce fameux bec pointé au ciel, hein, qui est une manière de montrer qu'il ouvre son poitrail et qu'il est prêt à l'accueillir. Si la femelle ne répond pas, parce que ça peut arriver quand même qu'une femelle... Si elle a la tête ailleurs. Si elle a la tête ailleurs, ou si elle en regarde un autre, par exemple, eh bien, il refait un tour, et puis il revient, hein, puisque c'est en atterrissant... les pattes bien devant. Il passe les pattes devant, donc ça, c'est très voyant. Et puis, il espère attirer l'attention. À partir du moment où ça accroche, il recommence son geste, et puis, hop... Ce qui est amusant quand on regarde les nids, c'est qu'il y a un cercle quasi parfait de déjection autour. Oui. Tout simplement parce que les oiseaux tournent avec le soleil. Ils tournent avec, et leur déjection fait un tour vraiment parfait. Et puis tu as vu, il y a aussi une distance entre les nids, il y a une petite intimité territoriale pour éviter d'être gêné par les voisins. Chaque île des Galapagos est un écrin de vie sauvage. Nicolas va rejoindre le biologiste Laurent Balesta pour aller nager avec les otaries, découvrir sous l'eau le poisson chauve-souris, le requin Heterodontus et de vieilles créatures de plus de 9 millions d'années que Darwin appelait les diablotins de la nuit. L'équipe d'Ushuaïa Nature navigue entre les îles des Galapagos. Depuis l'arrivée des hommes, ce sanctuaire déclaré patrimoine de l'humanité en 1978 est menacé par les envahisseurs. Chats, chèvres, chiens, fourmis rouges, mais aussi framboisiers sauvages. Seules la flore et la faune de quelques îles comme Fernandina sont encore à l'abri de l'insouciance des hommes, mais pas de tous les prédateurs. Ce jeune iguane, petit diablotin de la nuit comme le surnommait Darwin, en fait la triste expérience. Les Galapagos, ces cailloux, austères à première vue, furent découverts en 1535 par l'évêque espagnol Thomas de Berlanga, en route pour le Pérou. Son galion, les voiles affalées par manque de vent,
entraîné par les courants marins, dériva jusqu'aux côtes de l'archipel. Les animaux terrestres, comme les iguanes et les tortues, sont aussi arrivés il y a plusieurs millions d'années sur des radeaux de végétation. Nicolas Hulot et Laurent Balesta longent les côtes de l'île Fernandina, la dernière née il y a 700 000 ans. La baie des miracles ici. Hop là. Tellement bien camouflés qu'on les voit au dernier moment alors qu'il y en a des centaines. C'est incroyable. Là, la découpe de toutes ces crêtes hérissées d'arêtes immobiles dans le soleil, confondues sur le noir de la roche basaltique, c'est un spectacle antédiluvien. On a l'impression de remonter dans le temps un peu. Hein. Ouais. Regarde, il y en a un petit sur le dos de la... Ouais. Regarde, sur la tête, complètement sur la tête. Ouais, c'est un comportement qui a souvent été décrit. Les petits montent sur le dos des adultes. Alors c'est peut-être qu'ils profitent d'une chaleur du corps d'un partenaire. Ou alors c'est aussi contre la prédation. C'est-à-dire que, en gros, les oiseaux ne s'attaquent pas aux gros individus. Ils sont incapables de les avaler. Donc en étant dessus, il est autant protégé, quoi. On arrive juste après la période d'éclosion la plus importante. Donc il y a beaucoup de jeunes sur les rochers. Alors c'est marrant parce que eux, ils ont un système, ce qu'on appelle de thermorégulation comportementale. Voilà. Comme tous les reptiles, leur température interne est fonction de la température extérieure. C'est pas comme nous qui sommes capables de maintenir une température intérieure de 37 degrés. Donc il arrive régulièrement qu'au petit matin, la température corporelle soit descendue extrêmement bas. Donc ils sont obligés de rester en plein soleil pour se réchauffer le métabolisme, sachant qu'ils ont besoin à peu près d'un optimum, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vivre avec une température interne comprise entre 24 degrés et 40 degrés. Les 40 degrés, c'est quand même le seuil critique. C'est le seuil critique, et 24 degrés, c'est aussi un seuil critique. Leur optimum, ça serait aux alentours des 35,5 degrés. Et quand ils atteignent cette température-là, qui sont donc à l'optimum de leur métabolisme, et bien à ce moment-là, ils partent à la mer et ils partent se nourrir sous l'eau. En particulier les grands mâles, dont la taille conséquente leur permet quand même de résister à la perte calorique due au milieu aquatique. Oula. En fait, les jeunes et les femelles, qui sont de petite taille, ne supporteraient pas en fait la perte calorique en plongeant. Donc eux, en général, se contentent de venir brouter les algues à marée basse dans les zones découvertes. Alors de temps en temps, on peut les observer comme ça quand ils sont à l'air libre, comme s'ils éternuaient. Et en réalité, il faut savoir qu'ils ont une petite glande qui leur permet d'évacuer l'excédent de sel. Voilà. Oh ben c'est vraiment un éternuement. Une forme d'éternuement. Les fosses nasales se remplissent, grâce à ces petites glandes, les fosses nasales se remplissent de cristaux de sel. Et à un moment donné, il faut évacuer cet excès de sel qui est dans les narines. Bien rappeler que ce sont les seuls lézards marins au monde. Ouais. Alors leur origine, apparemment ça a évolué à partir d'un iguane terrestre, probablement celui d'Amérique du Sud, et ça a été une pression écologique probablement un peu du genre catastrophique, c'est-à-dire dans une période de sécheresse très importante, où tout à coup la végétation terrestre a fait défaut,
et où la seule solution a été à essayer de tenter de survivre en mangeant ces algues vertes qui poussaient dans le ressac. Ceux qui ont été capables déjà d'aller les chercher, ceux qui ont été capables après de les digérer, eux ont été sélectionnés. Et après, au fil du temps, cette espèce s'est isolée des autres. Les iguanes marins aux allures de dragons menaçants se laissent approcher par les crabes qui mangent leurs squames de peau morte. La marée est au plus bas, le moment idéal pour se mettre à l'eau. Inoffensifs, ces reptiles ont bien peu de défense face à leurs adversaires. En 1812, le capitaine Porter de l'US Navy accosta aux Galapagos, convaincu que ces effrayantes créatures attaqueraient ses hommes. C'est l'inverse qui se produisit. Des centaines de ces animaux dociles furent massacrés à coups de gourdin. Un marin de l'expédition de Charles Darwin, étonné par les longues apnées des iguanes, en plongea un dans l'eau attaché à un gros caillou. Il attendit 1 heure, puis remonta l'animal, qui vivait toujours. Nicolas et Laurent descendent à l'heure du festin. Le ballet des grands mâles a commencé. Marrant ça. Ça c'est quand même des scènes inhabituelles. Le repas des reptiles. On va voir, malgré une houle très forte, les iguanes continuent à brouter les algues des rochers. Ils présentent des griffes très importantes qui leur permettent de tenir dans le ressac. Il paraît pas y avoir énormément de nourriture. Hein. Effectivement, pendant longtemps, les scientifiques se sont demandé comment était-il possible que la population d'iguanes marins des Galapagos soit aussi importante alors que leurs ressources alimentaires, ces petites algues vertes et rouges, ces ulves, semblaient être en si petite quantité. Tu vois, c'est simplement une pellicule très fine de ces algues qui recouvrent les rochers. L'explication vient du fait que ces algues ne sont pas présentes en très grande quantité, mais elles sont capables de se régénérer extrêmement vite. Il a été montré qu'en à peine 15 jours, leur masse pouvait se multiplier par 6, ce qui est considérable et ce qui donc suffit à l'alimentation des iguanes. Alors comment est-il possible que ces algues vertes se régénèrent aussi vite ? Bien ça, c'est dû à la présence du courant de profondeur, ce fameux courant de Cromwell qui arrive de l'ouest. Quand il atteint les îles, il remonte à la surface. Ce courant de profondeur est extrêmement riche en éléments minéraux, ces éléments minéraux étant autant d'engrais capables de booster le métabolisme de ces petites algues rouges et vertes dont se nourrissent les iguanes. La mue, ça. Oui. Il y a des lambeaux qui se détachent un peu partout sur son corps. Là, on voit nettement une nouvelle peau qui se prépare. Il y a 7 sous-espèces, je crois, d'iguanes marins au Galapagos. Il y en a 7, hein. Oui, effectivement. C'est marrant la manière dont elles nagent avec les bras le long du corps.
iguanes, dragons dociles, victimataires des hérons et des buses quand ils sont jeunes, sont aussi fragiles en mer, à la merci des otaries qui les attrapent par la queue et les jettent comme de vulgaires jouets. Les tortues leur viennent en aide. Cavalières de ce ballet aquatique, elles distraient les palmipèdes qui en oublient leur partie de water-polo. « 1500 mètres au-dessus de Nicolas et de Laurent Balesta, Roland Albignac et Luis Rodriguez, un guide du parc national des Galapagos, ont entrepris l'ascension du volcan Fernandina. Après 11 heures de marche sur des champs de lave refroidie, ils atteignent la lèvre du cratère. Ah, ça c'est beau, hein. Magnifique. Magnifique. C'est quand même 900 mètres. C'est énorme. Combien de profondeur 900 mètres. 900 mètres. Ah, oui, oui. Aucune expédition scientifique n'est passée ici depuis 3 ans. Louis est en mission pour évaluer la bonne santé de la population des reptiles. Ouais, il y a plein de traces. Là, il y en a énormément. Ben oui, donc ils sont bien là, hein, en ce moment. Ah oui, ça démarre bien, heureusement. Hein. Ces iguanes sont les lointains ancêtres des iguanes marins. Les femelles entreprennent chaque année une migration périlleuse et unique au monde. Elles quittent les cactus du bord de mer dont elles raffolent pour gagner le sommet du volcan. Les premières femelles occupent les chaudes cavités naturelles le long des failles. Les autres seront obligés de poursuivre leur voyage vers l'intérieur du cratère pour aller pondre dans des poches de cendres tièdes. Au sommet, au milieu des buissons de Scalesia, les places sont chères, mais la nourriture est plus abondante. L'incubation des œufs nécessite une température de 32 degrés. L'humidité ambiante leur évite de sécher. L'île Fernandina ne compte plus de tortues terrestres. La dernière a été chassée en 1905. Cet animal, dont le nom espagnol, Galapago, est à l'origine de l'appellation de l'archipel, a failli disparaître des autres îles à la grande époque des pirates et des baleiniers. Les navigateurs les entassaient par centaines à fond de cale pour avoir de la viande fraîche tout au long de leur périple au large. Les tortues géantes adorent se baigner dans les flaques d'eau à la saison des pluies au sommet des îles. Elles redescendent pour pondre le long de chemins séculaires qu'elles ont tracés et qui ont fait penser aux premiers découvreurs que ces îles étaient habitées.
Laurent Balesta poursuit son inventaire des fonds marins de l'île Fernandina entre deux espiègleries des otaries qui l'accompagnent. Sur son chemin, des anguilles jardinières en train de se nourrir. Elles ne quittent jamais leur terrier et se contentent de se dresser face au courant pour capturer de petites proies planctoniques. Laurent déniche un crabe bouclier au milieu du kelp. Ce petit crustacé a évolué. Il porte désormais une minuscule carapace mimétique et s'est muni de puissants crochets au bout des pattes pour mieux s'agripper aux algues. À côté de l'araignée flèche dont le corps central ne dépasse pas 3 cm, les crevettes à rostre portent leur couleur comme autant d'enseignes pour attirer les poissons et les débarrasser de leurs parasites. De la taille d'un pamplemousse, la conque Pleuroploca princeps est le plus gros coquillage carnivore des Galapagos, prédateur de tous les oursins et étoiles de mer. Les dents de la mer de l'archipel, celles du requin Heterodontus, ne lui servent qu'à broyer les coquillages dont il se nourrit. Il porte un dard dissuasif à la base de chacune des nageoires dorsales. Proie plutôt que prédateur, ce requin atypique a ainsi gardé ses caractères de défense que les autres requins ont perdus au cours de l'évolution. À 25 mètres de profondeur, Laurent est face à l'une des plus remarquables bizarreries de la faune marine des Galapagos, le poisson chauve-souris à lèvres rouges. Ses nageoires pectorales se sont modifiées en pattes articulées et lui servent à marcher. Sa gueule singulière de badaud trop maquillé attire les petits poissons. Les hippocampes du Pacifique participent à la féerie des couleurs. Ils se servent de leur bouche comme d'une paille pour aspirer l'abondance de zooplancton et atteignent ici des tailles records, jusqu'à 26 cm de longueur. Avant de regagner la surface, Laurent croise la raie torpille. Elle possède un organe réniforme de chaque côté de la tête, capable de décharges électriques de 220 volts, de quoi paralyser largement les poissons qu'elle détecte dans le sable. Les otaries poursuivent leur jeu avant d'aller flirter avec les étraves des kayaks de Nicolas et Laurent. Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? C'est top, là. Génial, festival. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle nous font, là?
Qu'est-ce que vous faites? Elles se font des câlins. C'est extraordinaire. Ça, c'est les otaries à fourrure? Oui. Ça, c'est l'espèce qui est endémique des Galapagos. Et elle présente une taille plus petite que son plus proche parent antarctique. Les eaux sont moins froides qu'en Antarctique. Elle a moins besoin d'avoir une masse volumique importante pour pouvoir lutter contre le froid. Donc les individus de petite taille ont pu être sélectionnés. Pour une même espèce, pour des espèces apparentées, plus elles vivent dans des régions froides, plus elles ont tendance à prendre du volume. Plus tu es gros, plus tu résistes au froid. Le meilleur exemple, c'est l'ours polaire, par exemple. C'est la théorie de Bergman. Et la réciproque de cette loi se vérifie ici. Cet oiseau aux ailes atrophiées, le cormoran aptère, est l'un des plus rares au monde. Il n'en reste plus que 800 couples. T'as vu les yeux turquoises qu'ils ont? Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont gardé le réflexe de faire sécher leurs ailes. Voilà, alors qu'elles ne servent plus à rien. Tous les cormorans de la planète font sécher leurs ailes parce que sinon ils ne peuvent plus voler. Et eux, de toute façon, ne peuvent plus voler vu la taille réduite de leurs ailes. Et ils continuent à faire ça là. En fait, il y a probablement une double pression écologique qui a fait sélectionner ces petites ailes chez les cormorans aptères. La première, évidemment, c'est qu'on nage de manière bien plus efficace quand on a des petites ailes puissantes plutôt que de grandes ailes. Et la deuxième, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de prédateurs. Donc, peu importe de s'enfuir par les airs. C'est une adaptation qu'on retrouve souvent dans les archipels ou dans les îles. Oui. Ça leur permet de trouver une nouvelle niche écologique, quoi. Compagnons insolites des deux kayaks, ces manchots des Galapagos. Ils sont les seuls parmi les 17 espèces existantes à avoir franchi l'équateur, profitant du courant froid de Humboldt, venu tout droit de l'Antarctique. Eux, ils ne plongent pas très profond, hein. Ceux-là. Ah si, ils peuvent descendre très profond. Ouais. Et pour autant, le plus étonnant, c'est quand même leur vitesse de pointe, quoi. Ils peuvent atteindre jusqu'à 40 km/h sous l'eau. Alors que c'est vrai, quand on les voit sur Terre se déplacer comme ça, ils n'ont pas l'air très adroits. Ils sont vraiment entièrement adaptés au milieu marin, à tel point que sur Terre, ils sont plus très adroits du tout. On a quand même, quand on les observe, du mal à imaginer que cette évolution au fil du temps, d'oiseaux qui sont quasiment devenus océaniques, n'a pu se faire que par le hasard des mutations, quoique. Cette transformation, par exemple, des ailes en nageoires, ça n'est qu'une succession de mutations et sélectionnées. L'idée, c'est, imaginons, il y a quelques millions d'années, les manchots sont encore capables de voler. L'un d'entre eux, par hasard, naît avec des ailes trop courtes qui l'empêchent de voler, mais qui, au contraire, lui permettent de beaucoup mieux nager. Forcément, il se nourrit mieux, forcément, il a plus de descendants. Et donc, il y a de fortes chances que ses descendants présentent les mêmes caractères que lui-même, c'est-à-dire ses ailes atrophiées. Et petit à petit, il prend le pas sur tout le reste de la population. La sélection naturelle, c'est ça. J'aime bien la manière dont ils se déplacent à terre. Autant dans l'eau, ils sont d'une grande agilité. Allez, mets la tête en bas et on y va. Farouches et difficiles à approcher sous l'eau en Antarctique, ces oiseaux changent de comportement aux Galapagos, où leurs prédateurs majeurs, orques et léopards des mers, sont absents. Leur nature curieuse transforme une plongée insolite en plongée de rêve renversante.
Une écharpe de bulles, emprisonnée dans ses plumes, s'échappe du manchot quand il plonge. Cette pellicule lui sert de couverture isotherme dans les eaux froides des Galapagos et le surprotège à terre lorsqu'il a trop chaud. D'où son besoin constant de se mettre à l'eau pour se rafraîchir. Les rivages de cet archipel semblent un Éden au pied de l'enfer. Immenses champs de lave endormis, paysages façonnés par les forces telluriques et les caprices du magma au cours des millions d'années, l'île d'Isabella compte à elle seule plus de 2500 cônes volcaniques. L'homme a souvent lancé l'assaut vers ces berges enchantées, pourtant bien protégées. Les noms des mouillages autour des îles en attestent. La crique du Boucanier, la couronne du diable, la baie des naufrages racontent une histoire bien mouvementée. Aujourd'hui, bien que des efforts considérables soient consentis à la protection de cet écrin de nature, d'autres pirates, souvent à la solde des navires japonais, avides d'ailerons de requins et de concombres des mers, menacent d'ores et déjà ce patrimoine de l'humanité. Pourtant, ces berceaux de lave abritent la vie. Ils sont une fantastique vitrine de l'évolution. Au milieu des marais de palétuviers, les pélicans, les requins, les raies dorées, les fous à pattes bleues, rouges ou grises, les iguanes terrestres et leurs descendants, les iguanes marins, survivront-ils au passage de l'homme le plus insouciant des habitants du globe ? La réponse prendra sûrement moins de temps qu'il n'en faudra à l'océan pour éroder la langue de lave du volcan Sierra Negra sur l'île d'Isabella, une Venise en noir, vert et bleu. Toutes ces îles des Galapagos sont vouées à disparaître. Elles filent à toute allure vers le continent sud-américain à la vitesse phénoménale à l'échelle géologique de 6 à 13 cm par an, embarquées par la plaque de Nazca qui les porte. Elles s'enfoncent petit à petit dans les abysses pour aller s'encastrer sous les Andes et participer à leur surréaction. Jailliront dans le même temps de nouvelles îles volcans sur lesquelles, si l'homme le permet, viendront s'échouer d'autres iguanes, se poser d'autres oiseaux qui, séparés de leur colonie d'origine, évolueront et donneront naissance à de nouvelles espèces. La vie pas à pas. Ce soir, on aura vraiment eu l'impression de faire un voyage initiatique sous le fil de l'équateur. Périple étonnant parce que jalonné à tout moment de
sentiments divers et variés, parfois contradictoires. Le premier qui me revient en mémoire, c'est celui d'inquiétude face au fatalisme affiché de Francis Allais sur le sort immédiat de la forêt équatoriale. Sentiment plus rassurant quand on arrive ici aux Galapagos, c'est quand on voit combien cet archipel et ses illustres représentants bénéficient d'une attention et d'une protection de la communauté internationale, mais on a bien conscience que tout cela est un peu dérisoire, une petite tête d'épingle comme ça de vigilance dans un océan d'agression et de destruction que subit un peu partout ailleurs la nature. Et cela met en exergue cruellement que dorénavant, dans l'histoire de l'évolution, il y a un facteur dont il faudra tenir compte, un facteur déterminant, c'est l'homme qui s'est doté de ce pouvoir sans égal de pouvoir entraver la marche de celle-ci. C'est à mon avis d'autant plus absurde que une des choses qui, entre autres, distingue les hommes des autres êtres vivants, c'est que le sort de l'humanité ne repose pas dans les seules mains du hasard. Nous possédons une parcelle de l'intention, une bribe d'influence sur notre avenir, et à mon avis, nous aurions tort de la gâcher. D'autant que, même si, comme Darwin l'a révélé, le hasard fait bien les choses, parfois étrangement bien, quand on accorde au seul hasard des évolutions anatomiques, morphologiques et physiologiques aussi spectaculaires que celles qu'on a pu observer ici, je pense en tout cas que nous pouvons douter que ce même hasard soit capable de remettre de l'ordre dans un chaos écologique que nous risquerions de provoquer. Et d'ailleurs, peu importe que la part du divin se cantonne à l'origine et à la puissance des choses et qu'elle n'ait rien à voir avec la cuisine qui a suivi, c'est suffisamment merveilleux comme cela et ça n'a rien ni de réducteur ni de péjoratif. Bonsoir.